Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. Et Zogma, à quoi tu joues? Dans un presque nouveau décor. On pourrait croire que j'ai fait ça pour rendre la vidéo plus jolie, mais en fait c'est que je n'ai plus du tout de place, donc on trouve de la place comme on veut. Aujourd'hui on va parler de 5 jeux, pas mal de nouveautés. On va parler de Monumental, dont on a déjà fait une vidéo la semaine dernière, Castles of Mad King Ludwig, dont la vidéo partie sera publiée normalement mardi soir. On va parler de la série des Unlock Short Adventures, on va parler de Varuna, le Démater numéro 2, et on va parler, j'ai déjà oublié, de l'héritage de Dunwich, la première extension de campagne de Horror à Arkham. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller au niveau de la timeline de la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse. Et puis, si tout vous intéresse, parce que vous êtes super cool, et c'est parti tout de suite. On va commencer avec la grosse nouveauté, Castles of Mad King Ludwig. La boîte est imposante, mais ça va, elle est pas si lourde. Par contre, si on la secoue, ça fait un petit bruit. C'est un jeu de Ted Alspach localisé, édité même par Lucky Duck Games. C'est une réédition, un jeu qui est sorti, je crois, il y a 10 ans, initialement par Bézier Games. C'est un jeu qui m'a été envoyé par Lucky Duck Games et je l'ai reçu en début de semaine et j'ai pu en faire pas mal de parties. J'en ai fait 9 ou 11. Il y a un gros doute sur la valeur parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et globalement, ça s'appelle les extravagants châteaux de Bavière parce qu'on va être l'architecte en chef du roi fou, donc je crois que c'est Louis de Bavière. Il y a une petite description historique dans la notice, mais que j'ai un petit peu squeezé. Et notre but va être de faire le plus beau des châteaux, en tout cas celui qui va scorer le plus de points. C'est un jeu de pose de tuiles, mais avec la particularité que chaque tuile finalement va avoir une taille et un design différent en fonction de la surface, et donc on va devoir essayer d'embriquer toutes ces petites tuiles. Je vais vous faire un avis assez bref parce qu'il y aura ma vidéo plus complète qui va sortir mardi prochain et donc on va pas passer 10 minutes sur le jeu, mais globalement en solo ça va être un beat your own score où à chaque tour on va tirer 3 tuiles aléatoires grâce à un petit paquet qui va nous dire quelles sont les salles qui vont être mises en jeu et on va pouvoir acheter soit la première salle à 2000 pièces, la deuxième salle à 4000 pièces ou la deuxième salle à 6000 pièces. Forcément on n'a pas argent à volonté. Et on va prendre une de ces pièces-là, on va la mettre dans notre château. Forcément, on crée un château, donc il faut essayer de connecter les entrées. On peut, si on veut, bloquer certaines entrées avec des murs, pas de souci. Et quand on pose la tuile, à la manière d'un Suburbia, on va marquer des scorings pour la tuile, juste pour le fait de l'avoir acheté, de la poser dans notre château. Ensuite, on va compter un scoring en fonction de ce qui est écrit également sur cette tuile, c'est-à-dire peut-être que cette pièce-là aimerait bien qu'il y ait tel type de salle connectée, ou au contraire, ne sera pas compatible avec d'autres pièces connectées, donc on perdra d'autres points. Et encore une fois, à la manière de Suburbia, on gardera les pièces qui sont connectées si elles ont un scoring positif ou négatif en fonction de ce qu'on va poser. Et puis ça, on va le faire pendant 11 tours de jeu. Et à la fin, on comptera les points qui sont déjà actifs. On regardera parce qu'on aura des cartes bonus qui vont nous donner des scorings supplémentaires, des petits objectifs perso. Et puis, un petit scoring un petit peu tricky à comprendre, c'est que pour chaque pile de tuiles totalement vide, on marquera 2 points pour chaque tuile de cette pile potentielle. Donc, c'est-à-dire si toutes les piles de petites tuiles rondes de 150 de surface sont vides, si on a des 150 dans notre château, ça fera plus de points. Et donc ça, on va comparer nos scores parce que ça va être un beat your own score. Au départ, étant un petit peu malade et sortant d'une gastro, j'ai pas tout de suite tilté que c'était l'éditeur, que c'était l'auteur de Suburbia, et je me disais c'est bizarre, ça ressemble vachement à Suburbia. Et oui, parce que c'est exactement le même auteur et d'ailleurs le même éditeur original et même éditeur français. Et finalement en solo, je vais vous conseiller plutôt Suburbia. Ça marche très bien, c'est très satisfaisant, c'est un petit jeu de pose de tuiles avec des règles ultra simples. Ce qui est très plaisant, c'est cette spatialisation parce qu'on ne va pas faire que prendre des tuiles, on va essayer d'agencer ces tuiles qui n'auront pas la même taille. Donc peut-être qu'en fonction de la disposition dont vous allez mettre vos tuiles, finalement vous n'arriverez pas à connecter vos différentes tuiles parce que ça passe pas. Si vous avez un tout petit couloir comme ça et que vous voulez mettre une grosse pièce, vous n'aurez pas la place. Et ce que je ne vous ai pas dit d'ailleurs, qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez totalement connecté une salle, donc que toutes les entrées sont reliées à une autre entrée, vous activez un bonus d'achèvement qui est spécifique de la tuile en question. Donc on a 8 salles différentes, je crois, avec des bonus différents. Et ça, c'est très sympa, ça permet de faire des combos et de pousser un peu plus loin. Parce que le jeu est ultra court. Le jeu, c'est globalement 11 tours de jeu, donc 11 tuiles que vous allez poser dans votre château. En solo, le jeu, la gestion de l'argent est ultra courte, donc des fois, vous allez devoir passer votre tour pour récupérer 5000 pièces. Et donc, vous allez avoir un jeu ultra serré, ultra court, qui marche bien, qui est plaisant, mais
bah finalement qui ressemble vachement à Suburbia et en moins bien parce que la gestion du combo est moins poussée et que eh bien, la durée de la partie est vraiment courte. Une partie c'est entre 15 et 20 minutes, là où Suburbia ça va durer plutôt 35-40 minutes, on va avoir plus de réflexion, plus de combos, on va vraiment avoir l'impression d'avoir une plus grande ville. Là on a vraiment l'impression d'avoir une petite aile de château. Alors c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a moyen de faire des combos qui vont justement prolonger la partie, qui vont rajouter des salles dans la pile de salles à piocher, mais ça justement je trouve que c'est un moyen obligatoire en solo pour essayer d'atteindre les bons scoring. Et ça m'embête un petit peu. Donc ça marche bien, mais je vais lui préférer Suburbia. Par contre, c'est un jeu qui est clairement typé pour du multijoueur, parce qu'en solo, on perd l'essence même de ce jeu, qui fait que c'est un jeu très différent de Suburbia. C'est que normalement, il y a un architecte en chef qui va tirer, comme en solo, un certain nombre de salles, avec cette pioche de cartes, mais c'est l'architecte en chef qui va décider que cette tuile-là, eh bien à ce tour-là, elle vaudra 2000, cette tuile-là, elle vaudra 10 000, cette tuile-là, elle vaudra 15 000. Pourquoi? Parce que je sais que tous les petits bonhommes autour de ma table, ils ont bien envie d'avoir cette salle-là. Donc je vais la mettre un peu chère parce que tout l'argent qu'ils vont dépenser pour acheter les salles vont aller dans ma poche. Donc je ne vais pas leur laisser des trucs pas chers, je vais leur mettre les trucs qui les intéressent un peu plus cher. Mais attention de ne pas être trop gourmand parce que peut-être qu'ils ne vont pas du tout acheter si c'est trop cher, ils vont acheter les trucs un peu pourris et je ne gagnerai pas trop d'argent à mon tour. Et ça, c'est ultra passionnant, ultra palpitant, ce qui fait que ça en fait un jeu fun et multijoueur à souhait, mais forcément en solo on est contre une pioche de cartes, on ne peut pas faire ça, donc ce sont des prix fixés, 2000, 4000, 6000, donc forcément on perd tout le côté fun, on a juste cette spatialisation des tuiles, mais qui fait que le jeu est un peu long à mettre en place, parce qu'il faut mélanger tous les paquets de tuiles pour une durée brève, et finalement on perd l'essence même du jeu. Donc ça marche bien, je dis pas le contraire, mais clairement c'est un jeu typé pour multijoueur, et si vous voulez vraiment un jeu de pose de tuiles, pardon, jouable en solo, finalement préférer Suburbia. Alors c'est bien, je ne vais vexer personne parce que c'est le même auteur et le même éditeur, donc c'est parfait, je tombe très bien sur mes pieds. Et d'ailleurs, une vidéo qui n'était pas prévue parce que ça faisait 1 mois et demi qu'elle était tournée, mais j'avais d'autres impératifs à sortir avant, une vidéo sur Suburbia est sortie jeudi dernier, donc si jamais vous ne le connaissez pas, ce qui m'étonnerait, eh bien allez voir ma vidéo. J'ai dit que c'était pas si lourd, mais ça fait comme du bien de lâcher un petit peu la boîte. On va se faire un petit détour sur des unlocks. La semaine dernière j'étais en vacances, ma compagne plus ou moins, mais en tout cas on a pu profiter des journées, des matinées de crèche de ma fille pour enchaîner des unlocks. On n'en avait pas fait depuis très longtemps, on en a fait je crois 7 ou 8 chapitres dans la semaine, donc on en a fait vraiment beaucoup, et je vais vous parler en l'occurrence de la série des shorts que j'ai acheté vraiment pendant que j'étais en vacances en Alsace, parce que je me dis ça c'est bien, à l'apéro on peut se faire une petite partie, finalement on a attendu d'être à la maison. Donc je vais vous en parler, pas forcément spécifiquement, mais je vais vous parler de la gamme short. Donc là j'ai fait Panique en cuisine, le donjon de Do, Aran et le réveil de la momie, qui ne sont pas les nouveaux sortis, qui sont d'ailleurs des plutôt faciles, parce que c'est deux niveaux 1 et un niveau 2, et je suis très déçu de cette mini-gamme, de cette gamme short. Moi les unlocks, je trouve ça vraiment cool, ils sont toujours resplendissants de nouveautés, d'émerveillement, de surprises. La phrase était un peu bancale, mais il y a toujours un petit truc qui nous fait nous rappeler d'un unlock, un truc un peu foufou, je ne vais pas vous spoiler, mais des trucs un peu extraordinaires, et qui fait que la réponse était sous nos yeux depuis le début et on ne l'a pas vu, et que c'est un peu con. Bon, si jamais vous n'avez pas fait de unlock, ça va être un petit peu cryptique ce que je vous explique, mais si vous avez déjà joué, vous savez de quoi je parle. Alors qu'à la base, c'est une association toute bête, vous devez ouvrir une porte, il vous faut une clé, vous avez une clé avec, vous avez une carte avec une clé, une cave avec une porte, vous faites la somme des deux cartes et vous cherchez dans le deck de cartes si vous avez la carte de la même valeur et vous avancez comme ça dans les énigmes. Et ce que j'aime bien dans un unlock, c'est qu'il y a plein d'enquêtes, on a plein de cartes devant nous, des fois qui vont ne servir à rien du tout au début, qu'on va se traîner pendant longtemps, qu'on va se dire mais c'est bizarre, on a loupé un truc, on n'a toujours pas utilisé cette carte, et que finalement ça va se débloquer au bout d'un moment. On a 3, 4, 5, 6 énigmes, des fois certaines on va plancher, certaines qui semblent dures mais qu'on va rapidement réussir, parce que en multijoueur, en duo, essentiellement, il y en a toujours un qui arrive à comprendre une astuce un peu plus vite que possible, et du coup ça marche vraiment bien, c'est ultra sympa, et finalement une partie facile de 60 minutes, on va réussir à la faire en 45 minutes, une version dure, on va la faire en 60, voire en 80 minutes, mais du coup je trouve que c'est exactement le bon tempo, la bonne durée. Là, c'est pas du tout le cas, c'est une short stories, donc ça se fait en 30 minutes. Donc au lieu d'avoir un paquet de 60 cartes, on a un paquet de 30 cartes, et du coup c'est ultra bref, ultra rapide. Il y a souvent 1 ou 2 gimmicks, notamment dans celui-là, Panique en cuisine. Une fois que vous avez compris le gimmick, vous allez le refaire plusieurs fois dans la partie, donc c'est clairement du réchauffé pour un jeu de cuisine, c'est plutôt original. Et
bah, vous allez peut-être bloquer une fois sur une énigme, mais c'est tout. Tout va aller trop vite, vous n'allez pas avoir le temps d'avoir plein de cartes. Généralement, quand vous avez une carte sur votre table, elle va être utilisée dans la foulée pour une autre énigme. Je trouve ça beaucoup trop court, beaucoup trop frustrant, parce que du coup, pas assez amusant, on n'a pas l'impression de réfléchir assez. Alors ok, ce sont des niveaux un peu plus faciles, mais même dans les unlocks faciles des boîtes plus longues, il y a des moments où on bloque, il y a des moments où on a plein de cartes et on ne sait pas quoi en faire. Là, je suis un peu déçu. C'est vrai qu'il y a l'avantage que ça coûte que 7 euros, mais clairement, je préfère payer une longue story, bah, du coup 15 euros, je crois que c'est plutôt même 12 euros, c'est 35 euros les boîtes, donc il y en a 3 dedans, donc c'est plutôt 12 euros versus 7 euros, bah, je préfère payer 12 euros une longue story qu'une short story. J'ai quand même acheté les autres parce que comme on commence à en avoir fait plein, il n'y en a plus beaucoup à faire, mais un peu déçu de cette gamme short tout de même. Voilà, l'autre beau bébé qui va me muscler, c'est Monumental. Là également on va être bref parce que j'en ai parlé dans ma vidéo qui est sortie mardi, qui dure 1h15, mais parce qu'il y a 10 minutes d'explication de règles et 11 minutes d'avis sur le jeu pour seulement 50 minutes de partie, donc finalement la vidéo n'est pas si longue que ça, n'hésitez pas à aller la voir, vous êtes déjà plus de 1000 à être allé la voir, donc c'est plutôt un bon début pour une vidéo qui a même pas une semaine. Monumental, c'est un jeu édité par Funforge, un jeu de Matthew Dunstan, un jeu qui se veut un peu un jeu de civilisation à 2,5x, où on va avoir un plateau, on va avoir une faction différente, une civilisation en l'occurrence entre les Japonais, les Chinois, les Grecs, les Égyptiens et les Danois, et on va s'expandre sur un plateau, on va un peu combattre, on va un peu améliorer notre politique, etc. Un jeu qui se veut un peu bac à sable, où tous les systèmes de scoring se valent, et un jeu où on va surtout deck builder d'une manière assez originale, puisqu'on va avoir un petit deck de cartes différent pour chaque faction. Il y a 2 cartes qui changent, et puis en fait on va tirer les 9 premières qu'on va mettre dans un damier de 3 cartes par 3 cartes. Et puis on va choisir une rangée, on va activer toutes les cartes de cette rangée, et également toutes les cartes d'une colonne, et on va utiliser les actions et gagner les ressources de cette carte. De ces 1, 2, 3, 4, de ces 5 cartes sur les 9. Ces 5 cartes-là, on les défaussera au tour d'après et on les remplira en commençant de haut à gauche jusqu'à la droite dans le sens d'un livre. J'ai un peu de mal à m'exprimer, mais vous avez compris le principe, on fait comme dans un livre, on remplit les cases. Donc, quand on va pouvoir acheter d'autres cartes, on va mettre, comme dans tout bon deck building, au-dessus de notre deck, on va pouvoir savoir dans quel ordre elles vont sortir, et donc on va pouvoir un peu réfléchir justement cette réflexion autour du deck building. Ça, c'est clairement ultra sympa, il y a une belle réflexion, il y a des beaux combos, c'est le point fort du jeu. L'autre point fort du jeu, c'est qu'on a effectivement 5 factions qui vont avoir des bonus différents, certains qui vont être plus à même d'améliorer la science, d'autres qui vont être plus à même d'améliorer l'expansion sur la carte. C'est plutôt chouette. Ce qui est plutôt chouette aussi, c'est qu'on va avoir un mécanisme de politique. Pareil, un petit deck de 5 cartes différentes pour chaque civilisation. Quand on va choisir une politique qu'on va dépenser avec des ressources primaires particulières, ça va nous donner un bonus permanent utilisable à chaque tour, mais également un bonus immédiat lorsqu'on pose une politique. Et lorsqu'on pose une deuxième carte politique, on va remplacer l'ancien bonus, donc on va devoir essayer de choisir dans quel ordre on va mettre ça pour bien réussir nos stratégies, mais surtout, on va gagner le bonus immédiat des 2 cartes déjà jouées. Si on rajoute une troisième politique, on gagne les 3 bonus immédiats, plus on change du coup notre pouvoir permanent. Ça, c'est vraiment ultra sympa. Par contre, ce que je reproche un peu au jeu, finalement, c'est que c'est un peu plat. On est dans la version retail, on n'a pas les belles figurines, mais c'est vraiment tes tokens qui sont disproportionnés, beaucoup trop gros pour les tuiles, qui sont plats. Bah clairement, moi j'aurais aimé des meeples. Je suis pas sûr que des meeples auraient énormément changé le prix, mais ça aurait pu prendre un petit peu moins de place et pour le coup ressortir un peu plus, être un peu plus esthétique. Pareil, on a des tuiles modulaires parce que quand on va faire de la conquête, eh bien, on va devoir avoir la force militaire suffisante pour avoir la valeur qui est écrite sur la tuile. Une montagne, ça va être plus dur à conquérir qu'une plaine, mais également associé à la somme des barbares qui sont présents ou des joueurs présents dessus. Donc forcément, de pouvoir moduler ce plateau va faire qu'il va y avoir des zones de conquête plus ou moins dures que les autres, mais ça fait pas mal de mise en place, il faut répartir toutes ces tuiles, trouver les bonnes, etc. Ça prend de la place, c'est quand même un petit peu chiant. Et puis finalement, le scoring est très simple. Vous marquez des points pour chaque carte connaissance que vous avez achetée, pour chaque merveille que vous avez construite, pour chaque case sur le plateau que vous avez conquis et pour chaque politique que vous avez introduite dans votre civilisation. Et vous gagnez un point de majoration, de domination. Celui qui a la majorité gagne 3 points. Et finalement, quand vous jouez en solo, et là je parle uniquement du solo, certes c'est ultra simple, le deck de l'automa, c'est super simple, vous tirez 2 cartes sur la carte, c'est précisément écrit ce que vous devez faire, il n'y a quasiment aucune ambiguïté, vous pouvez très bien le jouer en ayant très peu lu les règles, c'est vraiment ultra simple l'automa, se débrouille aussi pas trop mal, mais le problème c'est que
bah on va avoir trop de liberté finalement. La partie est pas très longue, elle est assez courte, mais finalement vous avez le temps de suffisamment vous répandre pour faire quasiment tout ce que vous voulez. On va devoir un petit peu orienter notre stratégie en début de partie pour notre chef de guerre, mais clairement on a le temps de faire la majorité des merveilles, faire la majorité des connaissances et avoir une belle conquête. Certes, on ne pourra pas majorer les 4 domaines, mais il y a certains jeux où on est vraiment obligé de choisir une direction et y aller. Là, on a à peu près le temps de tout faire et du coup, je trouve que c'est pas si amusant que ça. J'ai fait plusieurs parties, j'en ai fait 6 je crois, avec des factions différentes à chaque fois, et finalement, toutes mes parties se sont un petit peu ressemblées parce que j'avais un petit peu trop de latitude finalement. Alors, il y a une petite erreur lors de ma partie, mais qui ne change pas grand-chose au final. L'automa, lui, est très aléatoire parce que c'est en fonction du tirage des cartes, en fonction de l'ordre dans lequel les cartes sont tirées. Il va pouvoir vraiment scorer beaucoup, au contraire, faire des parties de merde, et vous allez avoir assez peu de moyens de le bloquer. Alors oui, vous allez pouvoir retirer un petit peu ses cartes, mais il se fait plaise ou il se fait pas plaise, c'est vraiment lui qui va s'auto-détruire ou s'auto-proclamer roi de la partie. Donc finalement, nous, on a un petit peu trop de latitude, on fait trop de choses, et l'automa, il est un petit peu trop aléatoire, qui fait que, j'ai bien aimé mes parties de jeu, mais je ne vais pas en faire 150. C'est clairement pas un gros coup de cœur, c'est clairement pas un jeu qui, pour moi, est monumental. Je vous l'ai fait quand même un peu long, mais la version de ma partie est encore plus longue, parce que j'ai encore d'autres critiques, notamment sur le versant militaire, mais allez la voir si ça vous intéresse. Ensuite, on va parler de Varuna alias Déméter 2, c'est vraiment écrit Déméter 2, c'est pas une bêtise, mais de toute façon on reconnaît très bien le thème un petit peu polygoné de David Sidbon. L'univers de... c'est quoi? C'est... je sais pas, mais vous le savez mieux que moi, de toute façon, si ça va être écrit dans l'univers de... Non, c'est pas écrit. Bref, c'est pas Galiléo, c'est... si, c'est Galiléo, l'univers de Galiléo. Non, c'est peut-être encore dans le milieu. Bref, ça change pas grand-chose. Le Flip and Ride de Mathieu Verdier. Déméter, moi je vous l'avais un petit peu pitché il y a quelques mois, et c'était pas un gros coup de cœur. Déméter, on va commencer par là, c'est un jeu où on va explorer les dinosaures. On va pas leur faire des coloscopies, mais c'est un peu l'idée. On va explorer des dinosaures, c'est comme le thème. On va retourner 5 cartes, une carte pour chaque type d'action. Et parmi ces 5 cartes, vous allez en devoir en choisir qu'une. Donc vous allez devoir choisir une action parmi 5 bien différentes qui vont dans 5 orientations bien différentes de votre fiche de jeu. Par contre, votre fiche de jeu, vous avez accès à tout dès le début du jeu. Donc à vous de choisir quelle carte, quel pouvoir, quelle action vous allez faire et de quelle direction partir sur votre fiche. Le truc assez original, c'est que la plupart des scorings, vous ne les débloquez pas d'emblée. Pour avoir des scorings, il faut avancer sur une piste particulière et aller dans la branche du scoring qui vous intéresse. Donc si vous faites toutes vos petites flèches, vos petites croix, etc., mais vous ne validez pas vos scorings, globalement vous faites 0 en fin de partie. J'exagère un peu, mais c'est quand même un petit peu ça. Et finalement, Déméter, ça semblait un petit peu compliqué, mais moi ce que je reprochais, c'est que justement, en solo, où c'est un beat your own score avec un barème de points que je trouvais un petit peu corsé, c'est que il y avait une bonne façon de faire, une bonne stratégie à faire pour pouvoir comboter et maximiser les points. On n'était pas si libre de nos choix, même si le jeu nous donne l'impression d'avoir 5 actions différentes et de faire ce qu'on veut parce que tout le plateau est disponible. En fait, si vous ne mettez pas les pièces du puzzle de le bon ordre, vous faites des points un peu pourris. Alors quand vous jouez en multijoueur et que tout le monde est pourri, on s'en fout. Si vous faites pourri plus de points, vous gagnez. Mais là, quand vous faites le score minimal, vous l'avez un petit peu mauvaise. Varuna va un petit peu améliorer ça tout en rendant le jeu plus expert. Pourquoi plus expert? Parce que pour le coup, là, vous n'êtes pas du tout libre de vos choix. Pour pouvoir étudier les dinosaures, il faut d'abord les découvrir. Ça paraît évident quand on va sur une planète, on ne sait pas encore ce qu'il y aura sur cette planète. Donc déjà, on commence d'une manière assez asymétrique, c'est qu'on va avoir 3 points de départ sur notre fiche, on va choisir notre point de départ. Et après, pour scorer, pour valider certaines actions, il va falloir d'abord avoir découvert certaines zones de la fiche. Donc, il va falloir faire des choses dans un certain sens. On sera un peu plus guidé, ou en tout cas un peu plus contraint. Mais pour le coup, là, j'ai l'impression que tous les axes sont beaucoup plus viables, qu'on peut beaucoup plus scorer de toutes les façons qu'on veut. On est plus contraint, mais plus libre. Par contre, le jeu est un peu plus difficile au niveau du scoring, parce que pour le coup, là, pour avoir les scorings de fin de partie, encore une fois, il faut aller les débloquer, mais on score au moment où on les débloque. Donc il va y avoir un système de timer, de savoir quand c'est le bon moment, quand c'est le bon tempo, parce que j'ai pas une meilleure action pour aller scorer les points, mais il faut que ces points, ça me rapporte quand même suffisamment. Donc clairement, je ne fais pas non plus des scores de fou, mais je prends plus de plaisir que Déméter. C'est pas non plus mon flip and write de la vie. Je suis toujours un peu frustré d'avoir 5 actions et d'en choisir qu'une seule. J'ai toujours l'impression de faire le mauvais choix. Peut-être parce que je suis pas bon. J'ai pas fait non plus 20 parties. J'en ai fait 4. Donc c'est pas non plus suffisant pour être bon dans ce jeu. Mais je prends quand même plus de plaisir parce que j'ai vraiment plus l'impression que quand je fais un truc,
c'est pas si nul que ça, quoi. Voilà, donc finalement Varuna, si vous deviez en choisir qu'un, ou plutôt si vous ne deviez choisir qu'un d'Émether, choisissez Varuna, même s'il y aura un petit temps d'adaptation, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, alors je vous montre Horror Arkham, la boîte que j'ai déjà, puisque je n'ai pas la boîte de l'héritage de Dunwich, j'ai toutes les cartes, mais quand j'ai acheté ce lot-là, il y avait les cartes avec, donc je n'ai pas la boîte adaptée, ce qui m'embête un peu pour le côté collectionneur, mais finalement qui va très bien, ça prend un peu moins de place dans la bibliothèque. J'avais fait une vidéo sur Horror Arkham il n'y a pas très longtemps, enfin au cours de mon Ezogma, et j'en avais dit plutôt du bien, mais clairement je disais qu'il me manquait une deuxième boîte pour faire les decks que je voulais, parce qu'avec une seule boîte de base, non révisée, on n'a pas assez de cartes, on est un peu limité, on ne peut pas faire toutes les factions qui vont ensemble. Là, du coup, j'ai acheté cette deuxième boîte de base, et du coup, j'ai l'héritage de Dunwich et la route de Carcosa, donc j'ai pu m'amuser à faire un deck building. Je ne l'ai pas tout à fait fait, j'ai cherché des decks à peu près construits, et j'ai juste changé 2-3 cartes que je trouvais, soit que je n'avais pas compris, soit que je trouvais moins amusantes. Donc j'ai très légèrement peaufiné mon deck. J'en ai profité pour prendre une investigatrice de Carcosa, que je trouvais rigolote. Par contre, j'ai gardé que les cartes Dunwich et de base. Et clairement, là, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai fait cette première extension, l'héritage de Dunwich, qui est, d'après tous vos commentaires, plus accessible. Bien vu pour les premiers joueurs, d'autant plus qu'on récupère un bon pool de cartes qui permettent de rendre le jeu plus accessible. Et clairement, je me suis éclaté. J'ai fait ça dimanche dernier, j'étais seul. J'ai joué pendant entre 9 et 10 heures à Horror Arkham, j'ai fait toute la campagne, j'ai fait les 8 chapitres d'affilée, et effectivement, avec un pool de cartes intéressant, et ben le jeu, et cette première campagne, le jeu est plus facile. Alors, je joue en facile, hein, clairement, je me suis pas pris la tête, j'avais envie de découvrir un peu les mécaniques, etc. Mais ce qui est vachement bien, c'est que l'histoire est cool. Encore une fois, il y a toujours des embranchements, on ne sait jamais si le choix qu'on va faire est vraiment le bon. Est-ce qu'il vaut mieux aller sauver lui ou aller le tuer? Qu'est-ce qui va vraiment être le plus intéressant? Parce qu'on sait bien que c'est pas notre impact du premier niveau, va avoir un peu d'impact peut-être au troisième, au quatrième, mais que c'est surtout vers la fin qu'on va se prendre une grosse start et qu'on n'aura pas vu venir. Donc on va toujours avoir ça derrière la tête. Et puis surtout, on a 8 scénarios différents où finalement l'objectif c'est toujours le même, c'est d'aller récupérer un certain nombre d'indices pour avancer sur une quête, mais finalement chaque scénario est vraiment différent. Il n'y a pas que la mise en scène, il n'y a pas que les traîtrises, les cartes, le deck rencontre que l'on va rencontrer qui va être différent, ça oui ça sera différent, mais la mise en place, le scénario, il y en a un où on est dans un train, on doit sauter de wagon en wagon avant que les wagons sautent, on a vraiment la sensation que les wagons vont sauter. Il y en a un où on doit être, on est dans un musée et il va falloir un peu esquiver l'espèce de gros serpent qui nous suit. Franchement, c'est très sympa, et en reprenant exactement le même gameplay, en rajoutant juste un petit gimmick à chaque scénario, on a vraiment l'impression de jouer un jeu différent à chaque fois, là où dans la campagne de la Zélatrice, c'était un tout petit peu plus timoré. Donc là, clairement, l'héritage de Dunwich, achetez-le quand vous achetez votre boîte de base. C'est accessible, ça rajoute pas mal de cartes. Alors, c'est pas pour ça que j'ai fait le dernier scénario, j'ai eu une belle victoire. Hein. J'ai pas perdu, mais j'ai pas la meilleure des fins non plus. Hein. Mais franchement, c'est un gros kiff. Bon, clairement, après avoir fait 8 parties de suite, j'étais rincé. Mais comme il y a un petit peu de mise en place, qu'entre chaque partie, il faut mélanger, il faut améliorer, etc., ça prend du temps. Donc je me suis dit, allez, je suis tout seul, je fais ça toute la journée, plutôt que si j'y vais un peu tous les soirs, finalement, je vais perdre plus de temps à chaque fois à ranger, sortir. Donc je le ferai peut-être plus d'enchaîner toute une campagne en une après-midi, parce que physiquement, j'étais détruit. Mais c'était quand même un gros kiff. Et très prochainement, c'est Carcosa qui va y passer. Peut-être pas ce week-end, je vais attendre un petit peu pour pas faire une overdose, mais franchement, Horror Arkham, le jeu de cartes, c'est vraiment un gros kiff. Je ne suis pas déçu de ma première et seconde avis, je sais plus ce que je voulais dire. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo a trop duré a priori parce que je ne trouve plus mes mots. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces jeux. Si vous souhaitez me soutenir, pas me contenir, difficile de conclure, il y a des petits liens affiliés Ludum pour vous procurer ces jeux à des prix avantageux, et moi je gagne un petit pourcentage. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc mardi Monumental, et jeudi peut-être une variante solo de Salade de Points, ou alors Spellbook que je me suis acheté tout à l'heure. On verra bien ce que j'ai le temps de tourner. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ciao ciao.